handicap invisible, je ne sais pas si vous avez pris la mesure de ce que les Paralympiques ont pu apporter en matière de sensibilisation. Alors, les Paralympiques, c'est hyper intéressant parce que on était tous là, y compris les professionnels, je pense que vous avez dû faire à peu près la même chose que nous, tous là scruter quand la personne n'avait pas un handicap visible. Ah non, mais alors il a quoi, lui? Ou elle a quoi, elle? Et même si on est des professionnels, qu'on tous les jours on essaye de faire de la sensibilisation, on avait quand même derrière nous, dans notre tête, un peu le sentiment que, enfin là, c'est pas un handicap qui est lourd, quoi, on le voit pas. Hein, enfin, c'est, hein, je sais pas, ça vous a pas fait ça, vous? Une espèce de pressentiment quand même qu'un handicap invisible, c'est quand même un peu moins important qu'un handicap visible, et physique en particulier. Voilà. Alors évidemment, on a vu aussi des héros de la nation avoir eu une énergie absolument incroyable, s'être battu pendant des années, avoir beaucoup souffert pour arriver à ce niveau de performance. Eh bien oui, comme tout un chacun, et ça nous a renvoyé, alors nous qui sommes en Île-de-France, on a vu finalement le même engouement dans les rues pour les Paralympiques que pour les Jeux Olympiques. Et ça nous a dit quelque chose de, finalement, on partage tous la même humanité. Et donc ça, c'est ce qu'il faut retenir. Alors attention de ne pas croire pour autant que toute personne qui peut avoir un handicap est un héros nécessairement. Enfin, sauf à penser que chacun de nous, dans notre humanité, nous sommes tous des héros. Moi, j'aime bien penser ça. Voilà. Mais parfois, on veut tellement bien faire qu'on laisse supposer aux personnes qui sont peut-être encore dans une phase difficile qu'en fait, elles ont tous les talents qu'il faut. Oui, sans doute, elles développent des stratégies de contournement, mais ce n'est pas forcément inné et ça demande un vrai chemin pour tout un chacun. Bon, ça, c'était la petite introduction. Alors, je vous propose que nous fassions un petit exercice. Alors, vous avez dans vos sacs, normalement, 2 cartons de couleur, un rouge et un vert. Mais vous avez peut-être également dans vos sacs un 3e carton qui est un carton beige. Alors, ceux qui ont un carton beige, vous le gardez bien précieusement, il va nous être utile juste après. Donc, dans ce quiz, vous avez des questions vrai-faux. Et donc, quand c'est vrai, la plupart du temps, c'est vert, c'est affiché ici. Quand c'est faux, c'est rouge. D'accord? Si vous êtes très hésitant, vous avez le droit de brandir les 2 cartons. OK? Et ceux qui ont un carton beige, vous les gardez. Tout le monde n'a pas un carton de beige. Alors, première question, un collègue qui refuse toutes les invitations lancées par ses pairs et préfère notamment déjeuner seul à 12 heures, peut-il être en situation de handicap? Bon, ça va. C'était juste pour vérifier que vous étiez des professionnels, oui, bien sûr. Vous pensez à quel handicap? Diabète? Je n'ai pas tout entendu, mais c'est pour le auditif. OK, ça marche. Ça tombe bien, hein? Je viens de faire de la démonstration que je ne vous racontais pas des cracks. OK, psychique, d'accord, ça marche. Bon, le diabète, hein, c'est une bonne illustration. Alors, ceux qui sont en face, les autres, c'est peut-être un peu moins sensible. Qu'est-ce que vous voyez? D'ailleurs, il n'y a pas grand monde en face. OK, des granulés. Qu'est-ce que ça bouge pas? OK. Bon, si vous êtes en face, non, pas trop. Si vous êtes en face, en fait, ça bouge et pourtant ça ne bouge pas. Et en l'occurrence, c'est pas une image animée, c'est clairement des points fixes. Pourquoi, à votre avis, ça bouge? Pour ceux qui le voient bouger et qui, normalement, pour tous, si vous êtes en face. Mais quand vous êtes de côté, c'est un tout petit peu tronqué. Eh bien, vous voyez, parce que notre cerveau, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des formes. Il voit, en fait, l'espèce de... Comment vous les appelez? C'est pas les grains de je sais pas quoi. Hein. Voilà, qui sont placés de telle manière que ça donne le sentiment qu'il y a une espèce de vague. Vous voyez, en tout cas, ce mouvement-là, quand il y a des arrondis, ça donne une vague. Et notre cerveau, si on est en face, encore une fois, et quand on voit ça dès le début, nous donne le sentiment qu'on est dans une vague. En fait, il n'y a pas de vague. Ce qui veut dire quoi? Que notre cerveau, il nous envoie des informations hyper utiles pour nous acclimater très vite à un environnement quand on le découvre, mais parfois il nous joue des tours. Là, vous voyez quoi?
Alors, ça clignote, d'accord? Tiens, et si on s'amusait à faire le jeu des différences, vous verriez quelle différence entre la première et la deuxième image qui sont en alternance? Bon, vous avez mis un peu de temps pour la voir, mais vous avez vu au début qu'est-ce que notre regard a fait. En fait, nos regards est allé directement pointer ce qui semble essentiel dans le tableau, dans le décor. Le décor, il est fait pour voir un couple, hein, deux personnes visiblement amoureuses, avec deux verres de vin, une bouteille, quelque chose de charmant. Vous avez vu, la barrière, on a mis du temps avant de la voir. Hein. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un biais attentionnel. Donc notre regard, et si je vous parle de ça, vous l'avez compris, c'est parce que du coup, on fonctionne, quelles que soient les situations comme ça, notre regard va d'abord se focaliser sur des choses qui sont importantes. Ouais. Si je vous dis, il y a combien de néons dans cette salle? Ah oui, vous regardez du coup. Hein. Moi, c'est franchement pas la question que vous vous seriez posée au début. Eh bien oui, parce qu'évidemment, c'est pas ce qui nous a semblé le plus important. Le plus important, c'est je vais m'asseoir où? Ah, c'est des bancs comme ça. Et si je me laisse coincer tout à l'heure, j'arriverai pas à sortir rapidement. Enfin, vous voyez, voilà, notre histoire. Et là, quelle est l'erreur? Alors je vois des doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mince, il y en a 9. Je recommence. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ça marche toujours pas. Bon, il y a des couleurs différentes, mais ça doit être fait exprès. Ah! Alors si on regarde bien, et au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait? Toujours dans le biais attentionnel, eh bien on se dit, êtes-vous capable de trouver l'erreur? Voilà. Ça y est, vous l'avez vu. Une fois que je vous l'ai dit, c'est évident, hein, parce que maintenant, votre regard ne sort pas de ça. Mais dans la réalité, voilà ce qui se passe régulièrement. Ah, ça y est, j'ai un bug. Ah non, c'est bon. Allez, autre quiz. Albert, alors vous avez donc la possibilité de sortir les deux cartons. Albert, en même temps, je veux dire. Albert est réservé, méticuleux, cultivé et solitaire. À votre avis, il doit être, premièrement, bibliothécaire, carton vert. Deuxièmement, commerçant, carton rouge. Troisièmement, pilote de ligne. Alors, je vois un peu de tout, mais globalement, au début, il y a eu une tendance à mettre un carton vert, et puis, dans le doute, on s'est dit, pilote de ligne, c'est peut-être pas mal non plus. Il est méticuleux, attentionné. Alors, telle que la phrase est posée, elle laisserait supposer qu'il y a un lien de causalité. Il est réservé, méticuleux, cultivé et solitaire. D'accord? Dans la réalité, en termes de pourcentage, il y a combien de pilotes de ligne, puisque vous étiez nombreux à dire pilote de ligne? Donc si on rencontre Albert qui est cultivé, méticuleux et solitaire, il y a quelque chose qui soit en fait probablement commerçant, parce qu'il y a beaucoup plus de commerçants que de bibliothécaires et de pilotes de ligne. Ok? Alors, de nouveau, ça ne fonctionne pas. Ça y est. Allez, est-ce que vous êtes d'accord avec cette assertion? Ce qui est grand est important. Non, c'est évident. Hein. Puis alors nous, on est quand même des gens qui sommes beaucoup plus cultivés, donc franchement, se laisser avoir avec ça, franchement, non. Vous vous souvenez de ces deux personnages illustres d'il y a un certain nombre d'années? À votre avis, la différence de taille, elle est justifiée par rapport aux tailles réelles? Donc là, franchement, presque 20 cm d'écart, on n'a pas le sentiment. Alors, quel que soit le bord politique auquel on adhère, bien évidemment, on comprend que Nicolas Sarkozy est quelqu'un de très intelligent et que s'il le fait, c'est pas uniquement pour flatter son ego. C'est parce que lui, il a probablement dû voir les résultats d'une étude comme celle-là. Et cette étude, elle dit que plus on est grand, en 2003, alors certes, ça a évolué, parce que maintenant, ça y est, mais plus, en fait, on a des chances de gagner pas mal d'argent. Donc, ce qui est grand est important, qu'on le veuille ou pas, est quelque chose qui nous traverse. C'est ce qu'on appelle une pensée routinière ou heuristique. Donc, vous voyez bien,
Donc vous voyez bien que nous sommes tous susceptibles de nous laisser traverser par ce genre de choses. Et je vous laisse faire le chemin. Je vous laisse faire le chemin par rapport au handicap. Bon, je vois que ça débat là. Hein. Ok, si je vous dis cette jeune femme, elle vous dit quoi? Elle vous fait penser à quoi? Vous me dites ouais, blonde. Hein. Ok, si je vous dis en termes de beauté, d'intelligence et d'ambition, elle vous fait penser à quoi? Enfin, vous diriez quoi? Eh bien, en fait, une étude a été menée par Grégory Razran il y a pas mal d'années, en 1950, dans une université. À la sortie de l'université, il posait la question, il montrait des photos. Voilà. Donc, quand il montrait la photo de cette jeune femme, les gens ne savaient pas trop dire en beauté, intelligence, ambition. Ils regardaient de manière un peu étonnante. Mais quand on les interrogeait en disant, cette personne s'appelle Maria D'Angelo, et donc on supprimait évidemment Sarah Fickenstein et Kay O'Malley. À votre avis, que diriez-vous sur une échelle de 1 à 5 de sa beauté, de son intelligence et de son ambition? Des dizaines de personnes plus tard, on passait à un autre nom, Sarah Fickenstein, et puis ensuite, des dizaines plus tard, on passait à Kay O'Malley. Et voilà les résultats. Ce qu'on ne savait pas désigner d'une manière claire au début, on le désignait d'une manière beaucoup plus évidente quand on donnait un nom. Alors, quel nom? Bien, en fait, Kay O'Malley, là où l'étude s'est réalisée, c'était neutre. On n'était pas capable de dire. Il n'y avait pas de stigmatisation, entre guillemets. Mais quand on disait Maria D'Angelo, alors la beauté était montée, beaucoup plus. L'intelligence, non, parce que bon, on ne peut pas non plus être les deux, il ne faut pas déconner. Et l'ambition, on ne savait pas dire. Mais quand on s'appelle, par contre, Sarah Fickenstein, alors l'intelligence et l'ambition, ça, on en a forcément. Et ce n'est pas le cas pour la beauté. Ça, c'est ce qu'on appelle les stéréotypes. Vous les connaissez par cœur, mais c'est bien de se le rappeler, parce que si nous voulons être à l'écoute et nous laisser traverser par ce qui va être dit aujourd'hui, c'est intéressant de nous souvenir que nous ne sommes pas épargnés par ce phénomène qui, en fait, vient relativement naturellement, si on y prend garde. Maintenant, on a tout à fait la possibilité d'aller travailler sur notre cerveau et d'essayer d'interpréter ce que notre cerveau nous dit pour éventuellement réajuster ou contrecarrer éventuellement. Alors, autre expérience très intéressante réalisée dans des classes de 6e et de 5e, entre 2007 et 2009. Chaque fois, il y avait une parité entre les jeunes garçons et les jeunes filles. Et donc, on a dit dans une classe, enfin dans plusieurs classes, on a dit c'est une figure géométrique, donc retenez bien, faites attention, retenez bien tout ce que vous voyez dans cette figure géométrique. Et l'exercice va consister à essayer de reproduire le plus fidèlement possible. Et dans une classe à côté, on disait c'est une œuvre d'art, on va dire abstrait, ou je ne sais pas comment on peut la qualifier. Cette œuvre d'art, vraiment faites un effort pour essayer de la retenir et on va voir ceux qui nous ressortent les meilleurs scores, on va dire ceux qui sont les plus proches de la figure réelle, enfin de la figure originale. Voilà les résultats selon la manière dont les choses étaient présentées. Si c'était un test de géométrie, à cette époque-là, 2007-2009, les garçons étaient bien meilleurs. Si c'était un test de dessin, c'était les filles. Ce qu'on appelle l'effet Pygmalion, ou son contraire, l'effet Golem, eh bien, nous sommes nous-mêmes en écho des stéréotypes qu'on nous a affublés, en positif ou en négatif. Les stéréotypes peuvent être positifs ou négatifs. Voilà, Pygmalion, c'est l'effet négatif, c'est l'effet positif, pardon, et Golem, c'est l'effet négatif. Alors, comment ça fonctionne dans notre cerveau pour faire relativement court? Eh bien, ça fonctionne grâce, parce que malgré tout, il faut rendre hommage à notre cerveau qui nous aide à être en mode automatique très souvent, et on en a bien besoin. Eh bien, notre cerveau, il a été façonné au cours des siècles pour nous permettre de nous éviter les dangers de la vie. Et quand je parle de siècles, c'était des dizaines de milliers d'années avant, on n'était pas forcément bien équipé pour être en capacité de pouvoir résister aux autres animaux ou aux autres risques qu'il y avait dans la nature. Et donc il fallait nécessairement développer des capacités à pouvoir réagir vite, ce qu'on appelle en règle générale le stress. Alors le cerveau, il s'est focalisé sur 4, on va dire, grandes fonctions, enfin, et puis il y en a d'autres bien sûr, mais celles-ci sont très importantes. Pour justement survivre, donc nous sommes bien les descendants de ceux qui ont appris à être stressés il y a déjà des dizaines de milliers d'années, eh bien il faut agir vite. Quand on voit quelque chose, il faut être capable d'agir vite. Et puis deuxièmement, peu importe l'ordre d'ailleurs, il faut être capable de faire abstraction de plein d'informations. C'est ce que vous avez fait quand vous êtes arrivé dans cette pièce, vous n'avez pas regardé le nombre de néons.
Parce que vous avez regardé ce qui était essentiel et vous avez essayé de vous adapter le plus rapidement possible. Parce qu'on a plein d'informations en permanence qui nous tombent dessus avec nos différents sens. Et si on ne choisit pas, si on n'apprend pas à sélectionner celles qui nous semblent les plus probantes, eh bien en fait on va passer notre temps à être là, hagard, devant tant d'informations. Et puis ces informations et ce qui s'est déroulé jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de le stocker dans notre mémoire et de pouvoir le resservir le jour où ça sera utile. Le gros problème, c'est qu'on ne stocke pas tout dans notre mémoire et qu'on a tendance à stocker de plus en plus souvent ce qu'on rejoue. Donc quand on a mis des stratégies en œuvre, qui sont des stratégies par exemple d'adaptation, on va les rejouer. Et puis jusqu'à ce qu'on se rende compte que ces stratégies, eh bien, comme le contexte a changé, ne sont plus du tout les bonnes, mais on continue à les rejouer. Et donc notre cerveau, il a tendance à nous resservir quelque chose qui n'est peut-être plus forcément adapté par rapport à la situation qu'on rencontre. Et puis, la dernière chose, mais qu'on aurait pu mettre en premier, c'est que notre cerveau, il ne sait pas faire autrement que de nous raconter des histoires. C'est-à-dire que nous sommes tout le temps en train de chercher le sens de ce que nous voyons. Et donc, en cherchant le sens, on raconte des histoires. Voilà, c'est ce qui explique les biais, les 200 biais cognitifs, on en a vu quelques-uns simplement, qui nous traversent et qui nous jouent parfois des tours, même si, encore une fois, mon propos n'est certainement pas ni de simplifier, ni d'attaquer notre cerveau qui nous rend bien service également. Alors, je vous propose maintenant, une fois qu'on a parlé de ces... Alors, vous avez compris, hein, je vous laisse faire le chemin, votre cerveau est suffisamment maintenant agile depuis ces exercices notamment, pour comprendre pourquoi je vous dis ça quand on parle de handicap, parce que nous sommes traversés évidemment par ça. Alors maintenant, on rentre dans l'entonnoir un peu plus, on a parlé des handicaps invisibles. Je vous propose maintenant de découvrir un peu plus ce que sont les handicaps, je devais la faire, les handicaps auditifs. Et j'appelle du coup avec moi Emma Dira, Sophie Morel. Alors du coup, vous faites quand même un trio ou pas avec Sophie ou pas? Ouais. Donc Emma Dira et Claire Nassom qui vont tout nous dire. Voilà. Et puis vous serez là pour poser les autres questions. Alors c'est là où on a besoin que ceux qui ont eu la chance de tirer le carton beige, lèvent la main, lèvent le doigt. Et l'idée, c'est qu'il y en ait 10. Alors soit il y en a qui trichent, soit on n'a pas eu de chance dans la distribution, il reste des sacs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en reste 3, il en reste en bas. Ah oui. Bon, alors donc il y a 3 volontaires qui vont se désigner. Je laisse prendre le relais parce qu'il y a un petit jeu qui est intéressant pour commencer à rentrer dans ce qu'est le handicap auditif. Merci pour ce relais. Donc, bonjour, je suis Emma Dirat de la plateforme sensorielle d'appui et ressources de l'IRSA. Ma collègue qui va me rejoindre, donc Claire Nassom. Et on travaille toutes les deux, donc, comme je vais vous le présenter, pour plusieurs choses, et notamment pour tout ce qui est compensation du handicap auditif. Est-ce qu'il est possible de faire défiler les slides? Parfait. Donc là, voilà. Donc rapidement, très rapidement, l'IRSA, c'est une association régionale qui a 153 ans. Nous sommes spécialisés dans tout ce qui est déficience visuelle et déficience auditive. Parfait. Avec 21 établissements et services, plus de 1200 personnes accompagnées et 450 salariés. Mais comme je vous disais, donc très rapidement, notre implantation. Rapidement, pourquoi? Parce que nous avons un stand à l'accueil où vous pouvez boire le café, où on peut se retrouver et approfondir les choses tout à l'heure. Donc, dans cette association régionale, nous avons la plateforme sensorielle d'appui ressources, où nous travaillons dans le domaine de l'emploi. Nous avons un organisme de formation. Nous travaillons avec le handicap rare, avec le RHR, sur les sites de Bordeaux et de Limoges, et nous travaillons aussi dans la compensation et l'accessibilité. Avant de commencer un petit jeu, je vais vous demander à chacun, vous êtes arrivé avec vos représentations, votre idée de la surdité, du handicap auditif, vous l'appelez comme vous voulez. Je voudrais que vous preniez
un petit moment pour prendre votre stylo et noter en un mot, un ou deux mots, ce qu'est pour vous la surdité, le handicap auditif. Voilà, je vous le laisse faire, c'est pour vous. Vous notez un petit mot, voilà, votre représentation, et on y reviendra tout à l'heure. Donc vous aviez, pour ceux qui ont des petits cartons beiges, non, pas le rouge, pas le vert, les beiges. Vous avez donc l'honneur de venir nous rejoindre. Je vous en prie. On a eu le trac, nous aussi, vous inquiétez pas. Comme vous voulez. Il va nous manquer 2-3 personnes. Est-ce qu'il y a des volontaires ? Alors, combien vous êtes ? 7. Je pense qu'à 7, le jeu n'est... À 8. Le jeu n'est pas infaisable à 8 personnes, je pense. Voilà, merci aux 2 volontaires qui auront droit à la récompense d'honneur tout à l'heure, en fin de journée. Et donc, une dernière personne pour venir jouer. Ok, super, merci, c'est sympa. Merci beaucoup. Donc, je vais vous expliquer le principe du jeu. Je vais vous donner des images qui représentent des sons plus ou moins forts. Et je vais vous demander de prendre chacun 1 ou 2 images et de vous mettre dans l'ordre de la plus faible à la plus forte. D'accord ? Alors, je vous distribue les images. Alors c'est là où vous jouez et vous allez, je crois, vous placer devant pour qu'on puisse vous voir et ensuite vous allez... Donc voilà, vous pouvez prendre l'espace que vous avez ici. C'est collaboratif. N'hésitez pas à me poser des questions par rapport aux images. Les images que je vais afficher pour le reste. Voilà ce qu'ils peuvent avoir comme image. Donc, on peut avoir une situation de travail collective calme, une alarme, un lave-vaisselle, une situation de travail bruyante, un bureau chez soi au calme, une chambre chez soi calme, un paysage désertique dans la nature, une cantine, des bouchons, un concert, un avion, une discussion, quelqu'un qui vous chuchote quelque chose à l'oreille et un feu d'artifice. Voilà les images. Le jeu des décibels. Ça y est, vous êtes sûr ? Alors, qu'est-ce que vous nous proposez ? Donc, vous mettriez le concert en tout dernier. Ah, je sais pas, moi je constate. Hein. L'avion en dernier. Je vois pas trop. Il faudrait que j'aille là-bas. Pardon. Ouais, je vais mettre là-bas, ce sera mieux. Merci. Alors, ça négocie ici entre la cantine, l'environnement de travail collectif bruyant. On est pas mal. Déjà, moi, je vois bien une démarcation ici entre tout ce qui va être
assez calme ici. Et là, ça commence à être bruyant. Alors ici, on n'est pas trop mal. Je dirais que déjà, dans tout ce qui est calme, tout ce qui est bruyant, c'est bon. Il n'y en a pas qui vont dans une autre catégorie. On en a une de bonne qui est sûre, 2 de bonnes, 3 de bonnes ici. Ici, dans le coin calme, 3 de bonnes. Et ici, dans le coin bruyant, nous en avons 1, 2. Eh bien, c'est presque un sans faute. Il y en a deux qui devraient se switcher. Intervertir, ouais. C'est mieux. Oui, voilà. Hein, on dit qu'on est sur quelque chose un lave-vaisselle récent quand même. Hein, Maintenant, ils font plus trop de bruit. Ok, est-ce que du coup tout le monde s'est reclassé dans ce jeu des décibels? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Eh bien, du coup, voilà pour ceux qui peuvent voir l'écran. On est d'abord sur un paysage désertique, un chuchotement. Oui, le chuchotement est à 25 décibels. On va sur une chambre, un bureau calme, un lave-vaisselle récent. Une discussion, comme vous pouvez le voir, elle est à 60 décibels. 60 décibels, on est déjà, vous voyez, entre 40 et 70 sur une surdité moyenne. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc la discussion est à 60 décibels. Là, on commence à aller sur un environnement de travail collectif calme, puis bruyant. Bruyant, on est déjà à 75 décibels. Et à 80, on arrive sur un seuil de risque pour l'oreille. On est ensuite sur une situation de cantine et de bouchon, où là, on arrive sur un seuil de danger à 95 décibels. Et une situation de concert, qui maintenant est limitée en termes de décibels. En concert, on est sur un seuil de douleur, ce pourquoi ils donnent maintenant des bouchons. Et dans cette prévention du son, il y a aussi à prendre en compte pas seulement le niveau de décibels, mais aussi la durée d'exposition au son. Voilà. On est ensuite sur une alarme, un avion et un feu d'artifice. L'avion, je suppose que c'est quand on est derrière les réacteurs. Oui, il faut pas être... si on le voit passer dans le ciel, non. Il peut être à côté du lave-vaisselle. Ok, super. Bon, on commence à y voir un peu plus clair sur les décibels, le degré de surdité. Alors oui, le degré de surdité, ça signifie quoi quand on est en danger? Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse attention, qu'on mette des bouchons, c'est ce que vous disiez? Alors c'est faire attention, comme je disais, la durée d'exposition et se protéger, voilà, pour éviter d'aller sur un seuil de douleur, un seuil de danger. Et voilà, se donner un peu cette représentation. Parfois, en faisant ce jeu, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a des sons qu'on pense vraiment pas forcément dangereux. Et en fait, on peut constater que, par exemple, en situation de travail collectif en open space, on peut très vite aller sur un seuil de risque. Et cette durée d'exposition au son, il faut en être conscient pour pouvoir se protéger. Voilà. Alors, quels sont les impacts quand on a un trouble auditif? Ça veut dire que du coup, on entend différemment, plus fort? Comment ça fonctionne? C'est-à-dire quand on a un trouble auditif et quand on est dans une situation cette échelle-là, elle est valable pour tout le monde, mais quand on a un trouble auditif, une déficience auditive, avec les différentes formes, les différentes familles, qu'est-ce que ça signifie par rapport à ce... Alors, une perception plus basse s'il y a une perte d'audition, mais il peut y avoir aussi tout ce qui est hyperacousie. Ouais. Donc là, c'est un seuil de sensibilité ou peut-être ça dépend de la personne. Mais oui, merci à tout le monde. Oui, merci à vous, on vous remercie. Une hypersensibilité, donc ça dépend des personnes, le seuil mais on peut par exemple, une personne à 60 décibels être dans l'inconfort et avoir besoin de se protéger parce qu'elle ne supporte pas en fait un même seuil qui pourrait être supportable pour quelqu'un d'autre. Voilà. Il peut y avoir aussi des situations d'acouphènes qui là viennent
sur le son, sur la discussion. Et enfin voilà, ça dépend du profil de la personne. Ok, alors allons un peu plus loin maintenant sur la connaissance que nous pourrions avoir de ce que... Oui, là ce serait idéalement la vidéo. Je ne sais pas s'il est possible de passer la vidéo. C'est possible, mais ça risque de faire sauter la vélotypie. Mais on a essayé tout à l'heure. On a eu des problèmes, mais on y est arrivé quand même. Alors c'est là. Donc on va, si possible, vous présenter une vidéo sur la surdité de transmission et la surdité de perception, pour rapidement voir la morphologie de l'oreille et voir comprendre un peu mieux comment ça se passe dans notre corps et les différents profils qu'on peut trouver de surdité. Il était déjà. C'est parti. Le système auditif humain est composé de 3 parties. L'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Voyons le fonctionnement en détail. Les ondes sonores sont captées par le pavillon de l'oreille externe. Elles sont ensuite amplifiées et transmises à l'oreille moyenne par le conduit auditif externe. Ce mouvement du son fait vibrer cette petite membrane appelée le tympan. Ces vibrations sont transmises aux osselets situés dans l'oreille moyenne. Les osselets sont les plus petits os du corps humain. Ils sont composés du marteau qui transmet ses vibrations à l'enclume, puis à l'étrier qui joue le rôle d'un piston qui vient comprimer le liquide de l'oreille interne. La cochlée est l'organe principal de la perception auditive. Elle renferme entre 15 et 20 000 cellules ciliées qui détectent les vibrations du liquide et génèrent l'influx nerveux qui est acheminé vers le cerveau par le nerf auditif. Mais ce système est fragile et peut subir des défaillances. On parle de la perte d'audition, dont les 2 plus usuelles sont la perte de conduction et la perte neurosensorielle. La perte de conduction peut être due à un corps étranger qui obstrue le conduit auditif, par exemple un bouchon de cire, à une perforation du tympan, à un mauvais fonctionnement des osselets, à du liquide ou une infection dans l'oreille moyenne. Ce type de perte peut souvent être réglé par une intervention médicale et ne représente que 10% des cas de perte auditive. Le deuxième type de perte, la perte neurosensorielle, qui représente 90% des cas, est le résultat de la destruction de cellules ciliées de la cochlée. Elle est souvent due au vieillissement, peut être de source génétique. Ou alors la conséquence d'une exposition répétée à des sons très forts. Ouf! Ok, ce type de perte est irréversible. Oui, dommage, mais peut souvent être compensé par des aides auditives. Merci. Est-ce qu'on peut revenir sur... Parfait. Donc voilà, on trouvait cette vidéo assez parlante, voilà, pour revoir un peu la morphologie, tout ce qui est surdité de transmission, donc dans le conduit auditif, tout ce qui va pouvoir boucher l'arrivée du son, et ensuite aller plus sur la perception dans la cochlée, les cellules ciliées et tout ce qui est nerveux. Voilà. Ce qu'on disait tout à l'heure, quand on parle de prévention au son et au trauma et à protéger son oreille, en fait, c'est ce qu'on a vu dans la cochlée, les cellules ciliées, c'est elles en fait qu'on préserve. Comme on entendait dans la vidéo, une fois qu'elles n'y sont plus, elles ne reviennent pas, et c'est en ça qu'il faut pouvoir les protéger. Je vais passer le relais à ma collègue. Alors, entre Emma et Claire, il y a un passage de relais pour aller un peu plus loin, et toujours avec des quiz, je crois. Est-ce que vous avez passé également la zapette? Donc, toujours la même chose, hein, vrai, faux, vert, rouge. Vous allez pouvoir jouer maintenant.
Donc bonjour à tous cette fois, moi c'est Claire Nazom. Donc là on va plus parler sur les répercussions et les conséquences du handicap auditif. Donc voilà, par un petit quiz, vrai, faux, oui, non. C'est oui, non que vous m'avez mis. Donc on va rester dans les rouges pour le non et le vert pour le oui. C'est un code qui fonctionne bien, qu'on connaît tous. Donc, il faut que je... C'est parti. Alors, les personnes sourdes et malentendantes sont-elles les seules impactées par le handicap? Oui, non, je sais pas trop. Non, c'est plutôt rouge par là. C'est plutôt rouge quand même. Ouais. Alors, on est assez d'accord, le handicap auditif, voilà, c'est faux. Le handicap auditif est uniquement un handicap de communication, d'accord? On peut exercer toute fonction, toute action dans sa vie, faire des études, avoir un métier, partir en voyage, tout ce que vous voulez. Dès qu'il va falloir rentrer en communication, c'est là où les difficultés vont commencer à s'installer. Dans la communication, c'est toujours mieux d'être deux. Du coup, on parle de handicap partagé. D'accord, donc non, les personnes sourdes et malentendantes ne sont pas les seules à être impactées. Et d'ailleurs, on le voit très bien, à mon sens, avec les personnes sourdes qui vont arriver à entrer en communication avec les personnes entendantes, qui vont arriver par le mime, la désignation, à nous faire passer un message. Et quand nous, on doit répondre, je ne sais pas signer, je n'ai pas mon papier, mon crayon sur moi, comment je communique? Eh bien, c'est bien moi qui suis en situation de handicap. Voilà, donc on parle de handicap partagé. Allez, la prochaine. Il ne faut pas que je me perde. L'avantage des personnes sourdes et malentendantes, c'est qu'elles ne sont pas gênées par le bruit. Ça serait tellement bien. Je regarde quand même les réponses. Ouais, on est plutôt d'accord. On fait facile au début. Alors effectivement, on n'est pas gêné. Effectivement, on est gêné par le bruit, d'accord. Moi, je suis une personne malentendante de naissance. C'est quelque chose qu'on m'a souvent dit. T'es pas gêné par le bruit. T'entends pas bien, tu n'es pas gêné par le bruit. Bien au contraire, nos oreilles traitent mal le son. Donc dès qu'on va rajouter du bruit au bruit, et quand il y a du bruit et que les personnes vont monter le ton de la voix pour nous faire passer un message, ça devient infernal. Donc oui, nous sommes très gênés par le bruit et notre meilleur allié, c'est le calme. Voilà. Et d'autant plus quand on est appareillé. Je vais essayer de ne pas rentrer trop dans les détails, parce qu'on est là pour 3 quarts d'heure, sinon. Donc, ah oui, je ne vous donne pas la réponse, mais vous l'aviez, c'est faux. Voilà, phénomène de brouhaha, les sons qui se mélangent, ça fait très vite incompréhensible. Allez, on continue. Il suffit que je m'assure que la personne entende bien pour qu'elle me comprenne. Slide suivante. Non, c'est pas celle-là. J'ai pas passé. Ah bah, si vous... Je sens que je vais avoir besoin d'une assistante bip. Alors, est-ce qu'il faut qu'elle entende pour comprendre? Ouais, plutôt non. C'est vrai, je ne regarde pas trop, je ne suis pas très sympa, donc c'est plutôt faux. Effectivement, la surdité entraîne une altération quantitative, mais surtout qualitative. Effectivement, c'est le traitement du son. Le mécanisme, donc on a vu dans la vidéo, la vibration du son, le mécanisme pour aller jusqu'au cerveau, c'est effectivement ce traitement-là où il va y avoir des obstacles quand on a une perte auditive. C'est plutôt au niveau de l'oreille moyenne et surtout interne, au niveau de la cochlée. Voilà. Hop, du mal à faire les deux. Être sourd signifie rien entendre. J'ai mal assuré. Non, mais ça. Je vous regarde, excusez-moi. Effectivement, c'est faux. Voilà. Souvent, on a pour idée que pour les personnes sourdes n'entendent plus rien. Elles ont toujours ce qu'on appelle un résidu sonore sur les sons graves et puissants. On peut voir des personnes sourdes qui vont être appareillées. Ça ne va pas leur permettre d'entendre et de comprendre la voix. Ça va surtout leur permettre d'entendre une alarme, une machine qui démarre, un camion qui passe. Ça va surtout permettre de se mettre en sécurité physique que être dans la communication. Donc la surdité totale, elle existe. En général, c'est plutôt sur une seule oreille et c'est le nom barbare de cophose. Voilà. Mais la surdité totale est plutôt rare. Alors, est-ce qu'il est préférable de dire personne malentendante plutôt que personne sourde? Plutôt oui. Il vaut mieux dire malentendant que sourd. Il y en a qui, ça dépend, on ne sait pas trop, ça dépend, on ne sait pas trop. Voilà, c'est du vrai-faux, en fait. On va surtout s'attacher à comment se définit la personne. Voilà, l'identité de la personne.
L'audiogramme, médicalement, on peut définir sa perte auditive plutôt malentendante, elle est plutôt en bas de l'audiogramme, elle est plutôt sourde. Encore une fois, c'est l'acceptation du handicap, c'est son parcours vis-à-vis du handicap. L'audiogramme va me dire elle a une perte auditive très importante et pourtant, la personne va me dire qu'elle est malentendante. Je vais dire que c'est une personne malentendante. C'est vraiment comment se définit la personne. Voilà, voilà, en fonction de son vécu et son acceptation. Ce ne sont pas des gros mots, voilà, c'est juste des identités en fait, hein, l'identité de la personne. Voilà. Les personnes sourdes et malentendantes ont tendance à se renfermer. Oui, non, ça se dispute là-bas. Oui, non. Ouais. Alors c'est vrai que globalement... Les avis sont plus partagés cette fois-ci. Là, on commence déjà à hésiter, hein, c'est moins évident. Voilà, j'ai mis vrai, faux. Non, voilà, je reviens en arrière. C'est plutôt vrai. On est dans de la communication. Encore une fois, la communication nous est difficile. Si on sait qu'il va y avoir beaucoup de bruit ou des gens que l'on ne connaît pas ou beaucoup d'échanges croisés, on va essayer, inconsciemment, consciemment, on est humain, on essaye d'éviter toute difficulté, donc on va plutôt se retirer. Donc oui, c'est une des conséquences quand même du handicap, c'est l'isolement, c'est le retrait. Voilà. Beaucoup de personnes que l'on va accompagner vont éviter les sorties, les repas entre amis, ou vraiment elles vont limiter en nombre de personnes ou en nombre d'heures. Mais effectivement, petit à petit, on va s'éloigner de la vie sociale. Alors bien sûr, ça dépend des personnes, pas toutes les personnes, hein, mais c'est des choses qu'on retrouve quand même assez souvent. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, donc les prothèses auditives permettent de tout entendre. Ouais, vous n'êtes pas d'accord? C'est faux. Alors effectivement, les prothèses auditives, ça c'est pourtant, voilà, même quand on doit se faire appareiller, notre ORL elle dit allez mettre des prothèses auditives, vous allez voir, ça va être merveilleux. Faut savoir que la prothèse auditive est seulement un amplificateur de son. D'accord. Donc là, c'est relativement calme, même s'il y a beaucoup d'écho. Hein, pour ceux qui ont des gênes auditives, c'est très gênant cet écho. Mais effectivement, l'appareil va prendre tous les sons dans une pièce, un environnement, et tout amplifier au même niveau. Nous, notre oreille, on arrive un peu à trier. On va se concentrer sur une voix, essayer d'occulter le bavardage à côté. Voilà, on arrive un peu à trier. L'appareil auditif, lui, il prend tout et il amplifie tout. Donc, non, ça ne permet pas de tout entendre. Voilà. Ça apporte un confort, ça peut apporter une aide dans certaines situations, les environnements calmes, encore une fois. Voilà. Autre conséquence, compensation, la lecture labiale. Ah bon, je ne me pose même pas la question, vous savez lire, c'est vrai, j'avais oublié. La lecture labiale, donc, permet-elle de tout comprendre? Non. Globalement, effectivement, elle ne permet pas de tout comprendre. C'est un appui, et souvent, moi, je l'entends, c'est bon, elle lit sur les lèvres, il n'y a pas de problème de communication. Il faut savoir qu'une personne qui maîtrise la technique de la lecture labiale, souvent, ce sont quand même les personnes sourdes de naissance qui ont une bonne connaissance du français. Pour pouvoir reconnaître les mots sur les lèvres, il faut déjà les connaître, donc il faut quand même avoir une bonne connaissance de la langue. Une personne qui maîtrise ces techniques-là ne va comprendre seulement que 30% du message. Tout le reste, ça va être de la suppléance mentale, la communication non verbale, tous les éléments périphériques qui vont nous permettre d'essayer de reconstituer le message. Il y a forcément des incompréhensions et des malentendus. Ça demande énormément de concentration et une grande fatigabilité. Donc même pour les personnes qui la maîtrisent, c'est jouable sur un échange, sur 1 heure, on va dire, peut-être 1h30, mais pas sur une réunion, une conférence, quelque chose comme ça. D'accord ? C'est un appui à la communication. Alors, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que il ne sert à rien de surarticuler ou de parler plus fort lorsqu'on parle à une personne sourde ou malentendante? Qu'est-ce que tu dis? Hein? Alors, il faut que je vois ma structure. Qu'est-ce que j'ai mis comme réponse? C'est vrai. J'avais plus la tournure de la phrase. Effectivement, ça ne... Il n'y avait pas une question? Non. Effectivement, ça ne sert à rien de parler plus fort. D'accord? Comme je l'ai dit en début de mon intervention, quand vous allez parler plus fort, vous allez rajouter du bruit au bruit. Donc, ce n'est vraiment pas aidant pour les personnes malentendantes. Et pour les personnes malentendantes et sourdes qui vont pratiquer la technique de la lecture labiale,
attention, si vous surarticulez, ça ne ressemble plus à rien. D'accord? Non, mais ça fait rire. Mais moi, je le vois hein, souvent quand je dis que je suis malentendante. De suite, on parle plus fort. Et il y a cet effort de surarticulation. C'est drôle, mais ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Il faut même savoir qu'une personne sourde, qui va avoir un bon appui sur la lecture labiale, on a tous notre façon de parler. Même si on parle la même langue, les lèvres plus ou moins pulpeuses, une bouche plus ou moins grande, on parle plus ou moins vite, on articule plus ou moins bien. La personne sourde va s'adapter à chacun d'entre nous. Dès qu'on va changer notre façon de parler, on va la perdre. D'accord? Donc, on reste dans la communication, on reste naturel, on fait des petits efforts. Notamment d'être en phase, d'avoir une conversation comme moi ou Monsieur Audon, on essaie de ne pas parler trop vite, de faire un petit effort d'articulation quand on est fatigué pour moi, mais voilà, on fait un petit effort, une bonne communication, mais il faut rester quand même naturel, d'accord? Il ne faut pas rester figé. Allez, on continue. Alors, si une personne m'entend ou me comprend mal, le mieux est que je répète le message jusqu'à ce qu'elle le comprenne. Bon sang, comment ça? Non, et alors, comment vous faites hein? Comment vous faites pour qu'elle comprenne le message? Effectivement, c'est faux. D'accord? Alors ça, moi, je trouve que je le conseille, toute intervention que je peux faire, effectivement, la meilleure des astuces dans la communication, ce n'est pas la répétition, c'est la reformulation. Maintenant, moi, la première, on me fait un quoi, je répète exactement ce que je viens de dire. C'est quand même très dur d'avoir ce réflexe-là de reformulation. Je commence à l'avoir, mais pas en première intention. C'est très dur, mais c'est vrai que, voilà, en tant que personne malentendante, je vais faire répéter, je sens bien qu'il y a des personnes, ça les agace, et sachez que ça m'agace tout autant. Vous, parce que vous faites le perroquet, c'est quand même pénible, qu'est-ce qu'elle ne comprend pas, la jeune femme là? Et moi, je vais m'agacer parce que je vais bloquer exactement au même endroit dans la phrase, au même mot. Et puis vous allez répéter, voilà, je vais bloquer toujours au même endroit. Si vous reformulez, vous allez peut-être utiliser ce mot ou ce son, mais utiliser autrement dans la phrase, je pourrais mieux le discriminer, le discerner, dis-moi. Donc mieux vaut la reformulation plutôt que la répétition, mais c'est un exercice difficile. Alors, les personnes sourdes qui passent, qui communiquent par la langue des signes, sont sourdes et muettes. Ah, ça fait plaisir. On y arrive, les filles. Non, je vous propose d'arrêter de regarder au fond à droite, là, parce qu'il y a des spécialistes, donc évidemment c'est... Non, j'ai une vue d'ensemble. Non, là ça va, c'était plutôt commun, mais je les surveille pour qu'ils sont d'accord avec moi. Effectivement, c'est faux. C'est une vieille croyance populaire. Les sourds ne sont pas muets, d'accord? Techniquement, au niveau anatomique, leurs cordes vocales fonctionnent bien. Elles peuvent rire, elles peuvent crier. Il y en a qui arriveront à oraliser, à très bien oraliser, d'autres avec des défauts d'articulation, mais leurs cordes vocales fonctionnent bien. Voilà. Elles sont muettes dans le sens où leurs mots ne sont pas intelligibles. Il y a deux sens du mot muet. Ne pas avoir de vocalise, donc ça peut être une maladie ou un choc psychologique, la perte du langage, l'aphasie, et ça peut être effectivement ne pas prononcer de mots intelligibles. Ils sont muets dans ce sens-là, mais voilà, c'est quand même une vieille croyance populaire. Mais dans cette vieille croyance populaire, pour indiquer une personne, je demande de regarder l'interprète, une personne sourde. Voilà, le signe sourd, elle a fait vite, on monte l'oreille, on monte la bouche, on a encore ce signe de sourd et muet. Même en langue des signes, voilà, on a gardé ce signe-là, mais voilà, c'est une vieille croyance. Donc je suis contente parce qu'enfin on arrive à enlever ce vieux cliché. La langue des signes est-elle différente selon les régions et les pays? Ou pardon, si je vous donne la réponse avant. Vous avez vu, c'est vrai, vous êtes fort. Il y a quand même un non qui était... C'était la première intention de dire non. Beaucoup de personnes pensent qu'il y a une langue des signes universelle. Elle existe, langue des signes universelle. Mais au quotidien, on pratique la langue des signes du pays. Donc on parle de LSF, de langue des signes française en France. Je vous passe mon anglais, mais américain. Langue des signes américaine. ASL, voilà, il y a des langues des signes par pays et on peut même parler d'expression et d'accent.
même au sein d'un pays. C'est une langue qui est vivante, voilà, qui évolue, qui est pratiquée différemment, comme la langue orale en fonction des régions. Donc on peut même parler d'accent et d'expression en langue des signes française. Je pense qu'on arrive au bout, non? Pour une personne sourde, le français est sa langue maternelle. C'est faux. Là, on sent bien qu'il n'y a pas eu de réponse. Hein. Je n'ai pas vu beaucoup de réponses et qu'on a hésité. La langue, on va dire la langue maternelle, c'est la langue intuitive au plus jeune âge. D'accord ? Nous, entendants ou malentendants, on est baigné dans le langage. Donc, notre langue intuitive va être la langue de nos parents. Donc, en l'occurrence, plutôt le français ici. Pour un enfant sourd, la langue intuitive va être la langue gestuelle. Effectivement, il va commencer par une désignation, à faire un code, création d'un code avec ses parents, et petit à petit, la langue des signes va effectivement s'installer. C'est une langue qu'ils doivent apprendre, c'est une langue étrangère pour les personnes sourdes qui doivent apprendre à part entière, et l'oral et l'écrit. C'est un apprentissage qui est long, qui est douloureux, frustrant, et tous n'y arriveront pas. D'accord ? Je suis perdue dans mes feuilles. Bon. Si une personne sourde se présente et me parle en langue des signes, il est mieux que je lui réponde par écrit. C'est curieux, sur les dernières questions, il y a moins de cartons levés. Hein. Qui me parle? Qu'est-ce qui me parle? J'ai pas entendu une fois. Ah, c'est lui qui a dit, j'ai pas... Alors, excusez-moi, j'étais perturbée. Vrai, faux? Oui, non. Ouais. Effectivement, on peut passer par l'écrit. Faut s'assurer, bien sûr, qu'elle ait quand même une connaissance du français. Alors, si c'est dans votre quotidien, vous le savez. Hein. Maintenant, on utilise un français courant avec des phrases courtes et simples. D'accord ? Les jeux de mots, les expressions, les ronnements de gambettes pour tourner autour du pot, on oublie, on va plutôt droit au but. On peut passer par l'écrit. Le mieux reste la communication visuelle, gestuelle. C'est le mime, la désignation, le dessin, tout ce qui va être visuel. D'accord ? Maintenant, avec les téléphones portables, on peut trouver des illustrations de ce qu'on raconte. Or, le mime, on est plus ou moins à l'aise avec cette communication-là. Maintenant, c'est un premier pas vers la langue des signes. Je n'ai jamais vu une personne sourde se moquer parce qu'on était un peu maladroit. Vous allez dans sa langue. Ce n'est pas la langue des signes, bien sûr, mais voilà, c'est un premier pas. La communication n'est pas que française, orale et écrit. Il y a toute forme de communication, tout un panel de communication. Ah, vous êtes d'accord, je ne dis pas de bêtises. Allez, je pense qu'on est vers la fin, là. Pour faire un test auditif, je peux aller voir un audioprothésiste. Il y a ORL et audioprothésiste. Oui, non, on ne sait pas trop. Oui. Oui, non. Alors, plutôt oui, non. On peut y aller chez son audioprothésiste, faire un audiogramme, il va vous le faire, mais il n'y a que l'ORL qui va vous prescrire si vous avez besoin de prothèse auditive. C'est que l'ORL qui est médical. Voilà. Non, j'ai déjà fait. Alors, si je voulais faire en double. Et voilà. Alors, merci beaucoup. Merci à vous pour votre participation. Ne partez pas tout de suite. Claire, ne partez pas tout de suite. Pareil, Emma. Il y a des questions. J'ai vu tout à l'heure des mains se lever, donc je propose qu'on les pose maintenant. Peut-être Delphine, tu peux commencer pour lancer l'échange. Vous avez dit que du coup la langue signée était différente d'un pays à l'autre. Est-ce que c'est vraiment très différent ou un Américain peut comprendre un Français inversement ou... Effectivement, c'est une langue qui est visuelle, qui est gestuelle, qui a quand même une certaine logique. Et elle se construit sur la culture du pays. Je donne souvent cet exemple-là. Manger. On regarde l'interprète. Manger. Je suis désolée. Manger en France, c'est plutôt facile, on fait manger. On entend? Il est mieux sans micro. Voilà. Alors, en France, on fait manger. Dans les pays asiatiques, on va faire manger. On va représenter le bol de riz et la gâteau, on va faire manger. Dans les pays arabes, traditionnellement, on mange avec les mains, on va faire manger. Alors même si on ne connaît pas ce signe-là, on le comprend dans le contexte.
Et après, il peut y avoir des différences par exemple dans cet exemple-là. Nous, en France, on fait le chien. D'accord? C'est la queue du chien, la caractéristique de l'animal. Vous avez les intercales de tout à l'heure. Si vous faites la petite pour la queue du chien derrière, vous ne la voyez pas, hein, on est bien d'accord, pourtant elle bouge, c'est pour ça qu'on a un devant. D'accord? C'est la caractéristique de l'animal. En langue des signes américaine, on va faire le chien. C'est la caractéristique que l'homme a fait sur l'animal, mais de l'homme qu'on appelle. Nous, en France, on tape sur la cuisse, c'est le jambon. Voilà, c'est une question de culture, mais ça s'explique. Comme une expression en français, nous, dans le sud-ouest, on adore la dépêche. On va dans l'Est, on parle des poches, on peut regarder un peu bizarrement. C'est pas cette expression. On va dire, mais c'est quoi cette expression? C'est quoi ceci? Et la personne sourde va animer, va montrer, et hop, la communication va prendre. Il y a un petit temps d'adaptation que personne sourde étrangère, mais beaucoup plus, la communication va s'installer beaucoup plus facilement que si vous envoyez un film. Une question. Non, j'ai quand même vu que sur les dernières questions, les dernières questions, vous n'avez pas tous bien répondu. Donc, je suis sûr qu'il y a une question. Merci pour votre attention. Bonjour. Ah oui, c'est vrai. Elodie, le bonjour, c'est une fois sur deux. Qu'est-ce qu'elle est lunaire. Toujours dans son monde. Et toujours la première arrivée. Pour être sûre d'être bien à côté du chef. Ah, bonjour Laurent. Bonjour. Ça y est, elle est de retour parmi nous. Ça va? Bon ben ça y est, finalement. Tout est prêt pour la réunion. Oh ben non, il n'y a pas de raison. Bonjour. Alors, j'ai tout, le planning, les contrats. J'en peux plus de me lever aux aurores. Tout ça pour être sûre d'être à côté de Jacques. Je fais quoi sinon? Je leur dis « Laissez-moi la place, sinon j'entends rien de ce qu'il dit. » Ah, bonjour Laurent. Bonjour. Ça va? Bon ben ça y est, finalement. Tout est prêt pour la réunion. Ah bah... non, il n'y a pas de raison. C'est bon? Ok, merci infiniment Emma et pourquoi je me bute avec Claire, voilà, de cette présentation. Je vous donne juste une information complémentaire. Le FIP a signé une convention avec le centre de ressources Infosens qui édite des fiches pratiques. Donc si vous voulez en savoir plus, ou en tout cas être en capacité de pouvoir transmettre de l'information dans votre entourage de travail notamment, n'hésitez pas, il y a un site qui s'appelle... vous faites Infosens, vous allez le trouver, mais parce que c'est un peu long, SRAE, sensoriel, net information, déficience auditive. Voilà, donc on vous transmettra le lien de ce site qui est très très bien fait pour les handicaps, notamment auditifs. Alors j'ai un petit dilemme, donc je me retourne vers vous, Marine. 15h35, j'ai imaginé qu'on pouvait recommencer à 15h45. Est-ce qu'une pause juste pour vous lever, discuter avec votre voisin, ça vous va bien? On a sinon une pause plus importante, mais le risque c'est qu'on vous perde et qu'on se retrouve dans 20-25 minutes, ce qui nous mettrait assez en retard. Donc je vous propose, voilà, si vous avez besoin d'aller juste vous lever, marcher, discuter avec votre voisin ou votre voisine, de prendre 5 minutes. Si vous avez envie de faire des exercices, même de méditation, pourquoi pas, vous pouvez aussi.